nous sommes sur la pointe sud du Portugal, ou plus exactement la pointe sud-ouest. Un grand rocher. En haut, un petit village qui va porter un grand nom dans l'histoire, Sagres. Un adolescent regarde vers le large, regarde vers le ciel. C'est l'enfant Dom Henrique de Portugal, celui qui dans l'histoire va s'appeler Henri le Navigateur. L'enfant Henri a 3 frères et une sœur. Henri va naître le 4 mai 1384. Il naît à Porto, ce qui est assez important parce que Porto est déjà tout de même le grand port du Portugal. Lisbonne, c'est l'embouchure du Tage, c'est déjà le commerce intérieur du Portugal avec l'Espagne. Porto, lui, c'est le port vers l'extérieur. Et il va commencer une vie très précoce de sagesse, de pondération et de colères incontrôlables. Et je crois que ces colères incontrôlables sont importantes parce que, peut-être, ce sont ces colères maîtrisées qui feront plus tard de lui un chef. Et alors qu'il est à peine âgé de 15 ans, se pose le problème de la guerre ou de la paix. Avec l'Espagne, c'est la paix, avec le reste de l'Europe, c'est la paix, mais il y a ce grand problème des Maures qui se trouvent dans le nord du Portugal, des Maures qui occupent Grenade, des Maures qui sont encore la puissance dominante sur toute la péninsule ibérique, pas très loin, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, sont installés des Maures étrangers. N'oublions pas que les Maures portugais sont portugais. On décide d'aller attaquer Ceuta. Une expédition est préparée. Le Portugal est un pays maritime, c'est un pays convoité. Quel beau port d'horlage ça fait. Alors, on va préparer cette expédition dans le plus grand secret. N'oublions pas que les Maures du Portugal correspondent avec les Maures d'Afrique et qu'ils risquent d'annoncer l'attaque. Oh, il y a bien un mage vénitien qui est venu et qui a dit au roi Don Juan, vous savez, les prédictions disent qu'un roi de Portugal s'emparera de Ceuta, mais enfin, le roi de Portugal, contrairement à son époque, n'est pas un superstitieux. Alors, il fait venir un évêque, un prieur, le prieur Alvaro Gonçalves. Et Alvaro Gonçalves, consulté sur l'attaque de Ceuta, dit « Je ne peux rien dire si vous ne me donnez pas 2 sacs de sable, une pièce du ruban, un demi-boisseau de fèves et un bassin. » Étonnement, est-ce qu'il veut faire une magie? Est-ce qu'il veut faire un charme? Est-ce un sorcier? Pas du tout. C'est un guerrier moderne. Car avec le matériel qu'il demande, il va construire une maquette de Ceuta. Henri, le jeune Henrique, il a 19 ans, a eu l'idée d'une ambassade vers la Sicile. Et cette ambassade vers la Sicile s'est arrêtée à Ceuta. Et il a demandé aux ambassadeurs de décrire la ville de Ceuta. Et les ambassadeurs ont décrit et ont dessiné la ville. Et le prieur, Alvaro Gonçalves, a entre les mains ce dessin. Et il va faire une maquette de la ville de Ceuta. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas procédé autrement. On faisait des maquettes du territoire qu'on allait devoir conquérir. Chacun savait le rôle qu'il aurait à jouer dans le commando. Celui-ci aurait à détruire tel pont, celui-ci aurait à attaquer telle porte, celui-ci aurait à détruire telle usine. Et bien voilà que le prieur, Alvaro Gonçalves, va faire exactement la même chose. Avec les fèves, il dessine les maisons. Avec le sable, il construit les collines qui sont autour. Avec le ruban, il dessine le mur d'enceinte en faisant des encoches à l'endroit des portes. Et on a la maquette de la ville à attaquer. Henrique, le plus jeune à l'époque des frères, a eu raison de prévoir l'expédition comme entièrement construite. Et l'expédition va avoir lieu en 1415, et Henrique est avec son père, un de ceux qui est dans l'expédition. Il traverse le détroit de Gibraltar. Souvenez-vous de ce « il traverse le détroit de Gibraltar », car Henri, notre Don Henrique, le navigateur pour l'histoire, ne naviguera jamais dans sa vie que dans le détroit de Gibraltar. Il n'ira nulle part ailleurs. Ah, bien sûr, il le traversera 4 fois dans sa vie, le détroit de Gibraltar, mais jamais il n'ira plus loin. Et notre Don Henrique, il a une devise
talent de bien faire. Talent voulant dire désir. Désir de bien faire, c'est la devise de notre Henri. Et dès sa campagne sur Ceuta, il va montrer qu'il dépasse sa devise. Il va bien faire, mais il va mettre en grand danger l'expédition. On a fait croire que l'expédition allait partir vers la Sicile. On a fait croire qu'elle allait partir vers l'Angleterre. On a fait croire qu'elle allait se diriger vers l'Orient. Les Espagnols trouvaient ça drôlement inquiétant. On parlait de tout sauf d'eux. Alors, franchement, le roi Don Juan décide de parler de la Hollande. Mais comme il n'est pas fou, comme les Hollandais sont très puissants sur mer, il prévient le stadhouder Guillaume, c'est pas vrai, il ne s'agit pas de vous, même les raids pirates que nous faisons sur vos navires vont s'arrêter. Et en effet, les raids contre les navires hollandais s'arrêtent de la part du Portugal. Non, non, ce sont les musulmans, il ne faut surtout pas que ceux du Portugal préviennent ceux d'Afrique, et quand l'expédition va arriver devant Ceuta, c'est la surprise complète. Les habitants de Ceuta n'y s'y attendent pas, alors les vaisseaux s'approchent, vous savez qui s'échouait sur le sable à ce moment-là, c'était des péniches de débarquement. Voilà qu'on saute à terre et Henrique, à la tête de sa bannière, se précipite vers la muraille. Et il franchit la première muraille. Alors, on a gagné? On a pris Ceuta? Non, non. Le combat va durer. Il va durer des jours et des jours. Il va durer en fait une dizaine de jours. Car vous savez que quand on avait pris la première muraille, ensuite il fallait prendre la citadelle et enfin il fallait prendre le château fort. Et les morts vont se défendre avec énergie. À un moment donné même, on croira que Don Henrique est mort. Parce qu'il a précédé les troupes royales, et puis on le retrouvera vivant, et Ceuta sera prise. Et puis, l'armée se disperse, Henrique retraverse le détroit de Gibraltar, rentre au Portugal. Et là, il va commencer à devenir un prince de la Renaissance, c'est-à-dire un méditatif, tourné beaucoup moins vers les affaires du ciel que vers les affaires de la terre. Et dans toute son étude, dans tout son travail qui va suivre ces années de calme, il va beaucoup plus étudier les auteurs anciens. Hérodote, Strabon, ce géographe qui connaît bien l'Europe méditerranéenne, qui se trompe complètement quant à l'Europe du Nord, mais qui connaît un peu la côte d'Afrique, la Libye, la Nubie, l'Égypte, ces noms qui font rêver, parce que c'est là qu'aboutissent les caravanes qui viennent d'Orient, le Nil, que l'on connaît et dont on se demande déjà d'où peut venir cet immense fleuve qui vient du sud, et puis Pline l'Ancien, les naturalistes. En somme, Henri, l'infant Henrique de Portugal, devient un chercheur, un savant. Il va s'installer dans un petit coin, la Rasposera, qui veut dire la renardière, près du village de Sagres et du port de Lagos. Et déjà, cet endroit propre à la méditation, en face de la mer, où les routes n'aboutissent pas, où il y a peu de navigation, peu de visiteurs, montre un esprit tourné vers l'intérieur, vers la pensée. Et au fond, Henri le Navigateur va être le grand penseur de la navigation de demain, dans les derniers temps de sa vie. C'est lui qui aura l'idée de la caravelle. Mais ceci, lorsqu'il aura plus de 60 ans. Pour l'instant, c'est avec les moyens qu'il a qu'il pense à conquérir cette côte d'Afrique qu'il voit tous les jours où il fait très clair. L'école de Sagres a modifié profondément la personnalité de Henri et surtout l'endroit où il a travaillé. Cette école de pilote, cette école de navigateur, elle n'a pas existé telle qu'elle était. Ce n'était pas du tout le monastère qu'on a voulu nous montrer d'hommes extrêmement sévères, d'hommes extrêmement fermés à l'extérieur, pas du tout. Les navigateurs du monde entier y étaient invités, quelle que soit leur religion. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, et toutes les prescriptions contre les musulmans et les juifs se sont toujours heurtées au non possumus de Henri, qui n'a jamais voulu qu'on fasse la différence entre les Arabes et les Juifs et les chrétiens. Pour eux, c'était des sachants, beaucoup plus que des savants, et il avait besoin de ces sachants. Donc, on commence à parler. Et on commence à parler, à partir de Ceuta, de l'Afrique. Et alors, on trouve dans Hérodote des textes absolument extraordinaires. On trouve dans Hérodote le texte où l'on dit que la mer est la même
lorsque on descend dans l'Atlantique et qu'on arrive sur la côte d'Éthiopie, comment Hérodote pouvait-il dire dans la Grèce ancienne que la mer était la même sur l'océan Atlantique, qu'on appelait la mer Glauque, et dans la mer de l'Érythrée, de l'Éthiopie, qui est la mer Rouge? Mais c'est qu'il y avait eu probablement un tour d'Afrique déjà fait du temps des Phéniciens. Le périple d'Amon dont parle Hérodote avait eu lieu. On avait fait le tour de l'Afrique sans discontinuité de l'océan. Et on était arrivé aux colonnes d'Hercule. La mer des colonnes d'Hercule, la mer de l'Érythrée, était la même, disait Hérodote. Et voilà que au XIVe siècle, on ne le savait plus. Au XVe siècle, on ne savait plus que cette mer était la même. Alors, Henrik rêve. Il rêve, d'une part, de ce continent qu'il pressent devant et qui s'arrête, disons-le, en Guinée. Les Européens ne le connaissent pas, mais ils ont des contacts avec les Maures. Or, les Maures disent qu'il y a un terrible désert à traverser et qu'après ça, on tombe sur des régions verdoyantes, d'ailleurs impénétrables, tellement la forêt est épaisse, où il y a des hommes noirs d'une férocité extrême,